L'analyse mathématique est née au XIXe siècle à la suite de l'interrogation que les mathématiciens ont portée sur leur science, consécutivement aux résultats des siècles précédents, résultats qui portaient sur le calcul infinitésimal. Newton et Leibniz avaient ouvert le champ de l'infini en regardant les problèmes des tangentes aux courbes, des problèmes de champ de vitesse, bien entendu, qui étaient des problèmes posés par la mécanique. Le XIXe siècle va voir l'émergence de la science mathématique en elle-même, qui se constitue et qui regarde comment elle peut se fonder sur les deux grands aspects qui venaient des Grecs, à savoir l'aspect numérique, les nombres, et l'aspect géométrique, les figures. Le regard géométrique, nous l'avons vu dans le cadre de l'algèbre linéaire, c'est tout le problème qui est lié, bien entendu, au problème de du fameux axiome d'Euclide. Par un point extérieur à une droite, il existe, oui ou non, une seule et unique droite parallèle à la droite donnée. Le côté numérique, vous allez le voir, est plus élaboré, dans un sens, car il remonte en fait à la notion de nombre et doit déboucher sur ce fameux calcul infinitésimal. Alors c'est ce schéma que nous allons essayer de vous déployer devant vous, en revenant donc à la notion primitive de nombre et en vous montrant comment une interrogation sur cette structure, sur les structures qui vont être liées au nombre, va permettre de déboucher sur le calcul infinitésimal que nous verrons ultérieurement. La notion de nombre s'est dégagée successivement. Tout au début, des hommes qui n'étaient pas des mathématiciens ont parlé des nombres pour décrire des réalités concrètes qui les entouraient. Puis des problèmes de structure se sont posés, notamment au niveau des lois ou au niveau de l'ordre, et des mathématiciens ont alors dégagé d'autres notions de nombre plus générales qui permettaient d'avoir des moyens d'action plus efficaces. Au début, on parlait de l'ensemble des entiers naturels. Cet ensemble était muni de deux lois, la loi d'addition qui conduisait aux équations de la forme a plus x égale b, où x est l'inconnu. Cette équation n'admet pas toujours de solution, notamment lorsque b est plus petit que a en un sens qu'on précisera. On a aussi une loi de multiplication qui conduit aux équations de la forme ax égale b pour a différent de 0. Là aussi, une telle équation n'admet pas toujours de solution. Sur n, on peut classer les nombres et on a une relation d'ordre. Et deux nombres peuvent toujours être classés. On a donc a inférieur ou égal à b, ou b inférieur ou égal à a. C'est ce qu'on appelle une relation d'ordre total. C'est aussi une relation dite de bon ordre, c'est-à-dire toute partie non vide admet un plus petit élément. On peut remarquer aussi que c'est une notion d'ordre pour laquelle on peut définir la notion de borne inférieure. Toute partie non vide admet une borne inférieure et la notion de borne supérieure, toute partie non vide majorée admet une borne supérieure. Borne inférieure, cela signifie que l'ensemble des minorants admet un plus grand élément. Borne supérieure, cela signifie que l'ensemble des majorants admet un plus petit élément. Tout au début, on s'est davantage intéressé aux équations. Et pour pouvoir résoudre la première équation, on a plongé l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des entiers relatifs, par symétrisation en introduisant les nombres négatifs.
à ce moment-là, la première équation admet des solutions. La seconde équation, en général, n'admet toujours pas de solution. L'ordre total est conservé. Le bon ordre n'est plus conservé, puisque si l'on prend Z tout entier, il s'agit d'une partie non vide, mais qui n'admet pas de plus petit élément. La notion de borne inférieure et de borne supérieure pour des ensembles bornés est conservée. S'intéressant de nouveau maintenant aux équations, et tout particulièrement à la seconde, on opère de la même manière en introduisant les fractions, c'est-à-dire l'ensemble des entiers, l'ensemble des nombres rationnels. Maintenant, ce ne sont plus des entiers. On a alors toujours des solutions pour la première équation. Pour la seconde, l'ordre total est conservé. La notion de borne inf et de borne sup est perdue. En effet, si l'on considère par exemple l'ensemble des x vérifiant x2 inférieur à 2, cet ensemble n'admet plus de borne inférieure ni de borne supérieure. Par ailleurs, naturellement, lorsqu'on étudie les suites, apparaissent ce qu'on appelle des suites de Cauchy. Ce sont des suites qui, à un nombre fini d'éléments près, peuvent tenir dans des boîtes arbitrairement petites. Nous vous précisons exactement ici la définition. Alors, si je comprends bien, on a glissé d'un problème algébrique que l'on a résolu par la résolution donc, de ces équations, l'équation d'addition, l'équation de multiplication, à des problèmes qui sont maintenant plutôt métriques ou plutôt des problèmes d'ordre. Le problème d'ordre, c'est le problème des bornes supérieures, des bornes inférieures, et le problème des suites de Cauchy, qui est un problème typiquement lié à la notion métrique, notion qui est bien entendu liée à la notion de valeur absolue sur les rationnels. Alors, on a continué, si je comprends bien. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, on plonge l'ensemble des rationnels dans ce qu'on appelle l'ensemble des réels, qui est un ensemble plus gros, en rajoutant effectivement les bornes inférieures, les bornes supérieures d'ensemble borné, ou les limites de suite de Cauchy. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, les deux problèmes sont équivalents. Dès lors qu'on ajoute les bornes sup ou inf, on ajoute les limites de suite de Cauchy réciproquement. Donc maintenant, on plonge dans R. Partout où nous avions des oui pour les résolutions d'équations, nous le conservons évidemment. Ici, on a un oui, et ici aussi un oui. Alors, si je comprends bien, c'est merveilleux. On a une collection de oui. On a bien entendu, on a perdu le bon ordre, mais on l'a perdu depuis un certain temps. Et on peut se demander, est-ce qu'il faut s'arrêter à cet endroit-là? Quel type de problème va se poser pour que l'on aille un peu plus loin, alors que, apparemment, les problèmes algébriques et les problèmes métriques et de relations d'ordre ont été résolus? Alors, les problèmes métriques ou de relations d'ordre sont effectivement parfaitement résolus, mais des polynômes aussi simples que x2 plus 1 égale 0 n'ont pas de solution dans R. Par conséquent, on plonge de nouveau R dans un surcorps, le corps des nombres complexes. On va écrire R plus IR, où I est une racine carrée, est une racine de x2 plus 1 égale 0, donc on a I2 égale moins 1. Dans ce surcorps, cette fois-ci, tous les problèmes algébriques sont résolus. La notion d'ordre est perdue. Mais tous les polynômes admettent au moins une racine. C'est le théorème de D'Alembert. Et par le fait que tous les polynômes admettent au moins une racine, on montre bien plus, on montre que tout polynôme de degré n non nul admet exactement n racines distinctes confondues. Donc nous avons vu que nous avons résolu l'ensemble des problèmes en accrochant au passage un certain nombre de grands noms. Nous avons vu D'Alembert, mais Gauss était l'autre mathématicien allemand qui a mis en place la démonstration de ce théorème. Nous avons vu Cauchy,
ce sont les travaux du milieu du XIXe siècle, et tout ce qui est écrit sur le tableau est bien entendu sous l'ombre du grand Weierstrass, le mathématicien allemand qui a travaillé jusqu'à la fin du siècle dernier. Dans le chapitre précédent, nous avons donc vu la notion de nombre, et nous avons vu comment, à partir de cette notion primitive, s'élaboraient successivement des notions plus compliquées jusqu'à arriver à grand R. Or, grand R, c'est quelque chose que l'on représente visuellement comme une droite, c'est-à-dire on a une notion de continu qui a bien entendu été au cœur des discussions dès la plus haute Antiquité pour savoir si on pouvait lier ce discontinu, les nombres, au continu, cette droite. Et ce sont les fameux paradoxes évoqués par Zénon face à Aristote, pour justement lui montrer qu'il n'était pas possible d'arithmétiser le continu en quelque sorte. Eh bien, vous allez voir comment les mathématiciens se sont débarrassés du temps, se sont débarrassés du problème. Je vous rappelle le paradoxe de Zénon, c'est donc le paradoxe suivant. Donc, Aristote situe ici Achille avec une flèche, et en face de lui, il a une cible de laquelle il essaye d'atteindre au centre. Envoie de la flèche et, dit Zénon, pour que la flèche arrive à son but, il faut déjà qu'elle parcourt la distance L sur 2, mais quand elle est arrivée au point L sur 2, il lui reste encore la demi-distance à parcourir, et pour parcourir cette demi-distance, il faudra qu'elle parcourt la distance L sur 4. Ici, il lui reste encore la demi-distance de cette demi-distance, et sur la distance L sur 4, il va lui rester encore la moitié quand elle sera arrivée ici, et par conséquent, on sera toujours ramené au problème précédent, à savoir que la flèche aura toujours une demi-distance à parcourir, et donc, dit Zénon, elle n'arrivera jamais, évidemment, au centre de la cible. Eh bien, c'est typiquement le mélange de deux choses, un découpage de l'espace et un lien de ce découpage avec le temps. Eh bien, c'est ce mélange de ces deux points de vue qui est la source de beaucoup de confusion auprès des étudiants pour l'étude d'une suite. Une suite n'est pas une notion dynamique, c'est une notion statique, et vous allez donc le voir au cours de ce chapitre. Oui, donc une suite est une donnée totalement statique, indépendante de la notion de temps. En fait, c'est une application de grand N à valeur dans R, C, éventuellement un espace vectoriel, mais ici nous prenons à valeur dans R. Nous avons donc UN, fonction de grand N dans grand R, qui a tout entier associe un réel. La notion principale de ce genre d'étude est la notion de convergence. On dit que UN tend vers une limite L si, lorsqu'on se donne un voisinage de L, à part un nombre fini des UN, eh bien, on est nécessairement dans ce voisinage de L. À partir d'un certain rang grand N, on est sûr que UN appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, c'est-à-dire module de UN moins L inférieur à epsilon. On peut vérifier sans difficulté que lorsqu'on a une suite convergente vers une limite L, appartenant à R, puisqu'on ne parle que de telle suite ici, alors nécessairement la suite est bornée. En effet, à partir du rang grand N, la suite est comprise entre L moins epsilon et L plus epsilon, et le nombre de termes UN avant le rang grand N est un nombre fini. On a donc la réunion d'un ensemble fini et de l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, qui est donc un ensemble borné. Donc, une suite convergente est une suite bornée. La réciproque, qui est d'ailleurs fausse, nous occupera parce que, effectivement, on peut remarquer que si l'on prend la suite UN égale moins 1 puissance n, elle est bornée, elle n'est pas convergente puisqu'elle saute perpétuellement de moins 1 à plus 1, mais en prenant uniquement les termes pairs
ou bien uniquement les termes impairs, on a deux sous-suites convergentes. Donc on se posera ensuite le problème de savoir si, lorsqu'on a une suite bornée, on peut extraire des sous-suites convergentes. On est donc amené à avoir une stratégie pour déterminer ces limites, elles, ou éventuellement avoir l'assurance de leur existence. C'est donc maintenant cette stratégie que nous allons élaborer devant vous, avec deux points de vue. Un point de vue qui est lié à la notion de suite de Cauchy, dont nous avions parlé dans le premier chapitre, et une autre notion que nous allons voir maintenant, qui est liée à la structure d'ordre. Donc nous venons de voir que d'un point de vue très intuitif, on doit, pour montrer qu'une suite admet une limite, trouver ce candidat qui est la limite et attraper tous les points de la suite, entre guillemets bien sûr, dans une boîte centrée en ce point et de longueur arbitrairement petite. Dès que la longueur de la boîte est fixée, on sait qu'il existe un nombre fini d'entre eux qui se trouvent à l'extérieur de la boîte, tous les autres se trouvant, bien entendu, à l'intérieur. Donc, vous voyez que par ce biais, vous avez une vision qui est maintenant statique, à savoir les points sont attrapés dans une boîte d'un seul coup tous, sauf un nombre fini, et il n'y a plus de question de dynamique. On n'est plus en train de s'approcher en quelque sorte de la suite, contrairement à ce que vous donnerait l'idée intuitive de l'utilisation, soit d'une calculette, soit d'un ordinateur, quand vous cherchez à approcher votre limite par des valeurs numériques en utilisant les valeurs U1, puis U2, puis U3, puis etc., jusqu'à l'approximation que vous souhaitez, où vous réintroduisez, par le fait même de l'utilisation d'une calculette, la notion de temps, à savoir le temps qu'il vous faut pour taper les valeurs successives de votre suite. Donc ici, il n'en est pas question, vous avez donc la limite, vous avez la boîte de longueur, donc 2 epsilon, et vous savez que tous les points de la suite, U indice n, se trouvent à l'intérieur de cette boîte, sauf un nombre fini, les points exotiques qui se trouvent donc à l'extérieur, mais en nombre fini, le nombre fini étant fixé, bien entendu, par le epsilon. Vous observez tout de suite qu'à l'intérieur de cette boîte, la distance entre deux points quelconques est au plus de 2 epsilon, ce qui vous donne une notion de suite de Cauchy. Donc, suite de Cauchy, c'est le premier point de vue que nous allons voir, ce qui s'écrit pour tout epsilon, il existe un nombre grand n, tel que dès que P et Q sont supérieurs à grand n, eh bien, vous avez UP moins U indice Q qui est inférieur à 2 epsilon. La distance de deux termes quelconques est effectivement plus petite que 2 epsilon. L'autre point de vue que vous avez, c'est le point de vue suivant. Vous voyez que les points vont en quelque sorte s'accumuler et s'accumuleront au voisinage de cette valeur et pas au-delà. Vous n'aurez qu'un nombre fini de points, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Eh bien, cette notion de point d'accumulation va être liée à la notion justement de structure d'ordre, et ce sera le deuxième point de vue que nous allons développer, c'est-à-dire le point de vue de limite supérieure, de limite inférieure, et ceci vous permettra donc de voir les deux approches que vous avez pour l'étude d'une suite. Alors, premier point, les suites de Cauchy. Oui, donc une suite est de Cauchy si dès lors qu'on se donne la taille d'une boîte, eh bien, à partir d'un certain rang, on sait que tous les termes sont dans une boîte de cette taille donnée à l'avance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où se trouve la boîte et par conséquent, on n'a aucune idée sur une limite éventuelle de la suite. Prenons un exemple. Si je prends UN égale somme de K égale 0 à N de 1 sur K factoriel, avec par convention 0 factoriel égale 1 et K factoriel produit de K, K-1, etc. Eh bien, nous allons montrer que cette suite est de Cauchy sans même connaître sa limite. On suppose que P est inférieur à Q, par exemple. À ce moment-là, le module de UP moins UQ est égal à UQ moins UP puisqu'il s'agit d'une suite croissante. Il est donc égal à 1 sur P plus 1 factoriel plus 1 sur Q factoriel. Ceci se majore par 1 sur P plus 1 factoriel que je mets en facteur de 1 plus 1 sur P plus 2 factoriel se majore par 1 sur P plus 1 factoriel facteur de P plus 1. Donc il me reste 1 sur P plus 1, plus etc., plus 1 sur P plus 1 puissance K,
plus, etc., éventuellement en rajoutant des termes positifs. Vous reconnaissez ici la somme d'une série géométrique, et par conséquent, ceci se majore par 1 sur P plus 1 factoriel, facteur de P plus 1 sur P. Cette expression peut être rendue arbitrairement petite en choisissant P suffisamment grand. Et par conséquent, lorsqu'on se donne un epsilon à l'avance, lorsque P et Q sont supérieurs à un grand N qui dépend de ce epsilon, alors le module de UP moins UQ peut être rendu inférieur à epsilon. La suite est donc bien de Cauchy. Nous arrivons donc au cœur de ce chapitre avec la notion de limite supérieure, limite inférieure, deux notions qui ont été introduites par Jacques Hadamard dans les années 1930 et qui ont montré leur fécondité. Vous allez voir que ces deux notions vont nous permettre d'obtenir très rapidement des renseignements sur les suites de Cauchy, qui était justement le problème qui était laissé en suspens jusqu'à maintenant. Donc, limite supérieure, limite inférieure, eh bien, c'est relié à une notion très simple, qui est la notion de suite monotone. Suite monotone, dont vous connaissez un énoncé depuis la classe de terminale, toute suite monotone, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante, qui est majorée si elle est croissante, minorée si elle est décroissante, eh bien, converge. Et, bien entendu, sa limite, c'est la borne supérieure dans le cas d'une suite croissante, c'est sa borne inférieure dans le cas d'une suite décroissante. Donc, je vous rappelle cet énoncé, UN monotone, UN croissante, par exemple, UN majorée implique UN admet une limite, et cette limite, je suis capable de l'écrire, c'est la borne supérieure de tous les UN pour n appartenant à grand N. Si la suite est donc décroissante, UN minorée, alors UN tend vers une limite L', et L', c'est la borne inférieure de l'ensemble des UN pour n appartenant à grand N. Donc, ce sont ces deux énoncés-là que je vais essayer donc de récupérer, mais maintenant, n'ayant pas à ma disposition une suite croissante, donc dont les points sont tous rangés, et ou une suite décroissante, de nouveau avec un rangement de l'ensemble de ces valeurs, je vais être amené à en construire une à partir d'une suite quelconque. Je suis donc amené à construire à partir d'une suite quelconque deux quantités qui vont être naturellement croissantes et décroissantes. D'une part, la borne supérieure des UN pour n supérieur ou égal à P, qui est une suite décroissante en P. Plus vous augmentez P, bien entendu, moins vous avez de U adicène, et par conséquent, plus votre borne supérieure a tendance à décroître. Et de la même manière, vous avez la borne inférieure des UN pour n supérieur ou égal à P, qui, au contraire, est une suite croissante. Mais le fait que vous ayez pris une borne supérieure d'une quantité infinie de nombres réels ne vous assure absolument pas que vous restiez dans l'ensemble des nombres réels. Ici, vous tombez dans quelque chose qui est R bar, à savoir les réels auxquels vous avez rajouté moins l'infini plus l'infini. Et ici, c'est la même chose, c'est dans R bar, donc grand R, union, moins l'infini plus l'infini. Donc vous voyez que naturellement, avec ces deux quantités, vous êtes obligé d'étendre votre champ d'action et de regarder, par conséquent, des nombres réels avec éventuellement plus et moins l'infini. Alors vous voyez donc que cette suite, nous l'avons vu, est une suite décroissante, ce que je symbolise comme ceci. Celle-ci est une suite croissante, et c'est à partir de cette suite décroissante et de cette suite croissante que je vais faire intervenir les notions de limite supérieure et de limite inférieure, qui seront respectivement la limite de cette suite, limite du sup, et la limite inférieure, la limite de l'inf. Je vais donc exprimer maintenant les expressions en termes techniques de ce que sont ces lim sup et ces lim inf, et voir leur relation avec la suite. Alors vous voyez, nous avons donc associé à notre suite UN deux suites, VP et WP, qui sont respectivement, donc nous l'avons vu, une suite décroissante et une suite croissante. Bien entendu, ces suites pouvant éventuellement avoir le mauvais goût d'être identiquement égales à plus ou moins l'infini si jamais nous avons des suites qui ne sont pas bornées. Mais nous prenons le risque et nous travaillons donc dans R bar, c'est-à-dire la suite de la droite réelle, que nous avons complétée par ces deux extrémités, moins et plus l'infini. Alors VP est une suite qui est donc une suite décroissante, et bien sa limite, donc la limite de VP,
c'est ce que nous noterons la limite supérieure, donc la limite du sup de la suite UN. Et la limite de WP, c'est donc la limite inférieure, la limite de la borne inférieure de U indice n. Alors quel est l'intérêt de ces deux personnages? Eh bien l'intérêt de ces deux personnages, c'est qu'ils représentent en fait les deux possibilités qu'a la suite pour converger. Elle peut converger au plus vers sa limite supérieure ou au moins vers sa limite inférieure. Donc vous voyez, la suite, il faut vous la représenter comme s'accumulant en quelque sorte autour d'un certain nombre de valeurs. Eh bien la limite inférieure sera le point où elle s'accumule le plus sur sa gauche, et la limite supérieure, le point où elle s'accumule le plus sur sa droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'accumuler? Eh bien, ça veut dire que vous êtes capable de trouver une infinité d'entiers strictement croissantes, une suite strictement croissante d'entiers qui vont indexer un nombre infini de valeurs par conséquent de la suite U indice n qui va avoir pour limite respectivement cette limite inférieure et cette limite supérieure. C'est ce que l'on appellera une suite extraite. Donc c'est la quantité suivante. À partir de ces deux propriétés, on va montrer qu'il existe par conséquent une suite d'entiers n indice k ayant plus limite plus l'infini, telle que un indice k tend vers la limite supérieure de un, et il existe une suite d'entiers m indice k, de nouveau ayant pour limite plus l'infini, telle que um indice k a pour limite la limite inférieure de un. J'ai donc deux suites extraites, et le symbolisme de ces petits tortillons que vous avez dessinés là, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour des suites extraites, c'est-à-dire pour des suites d'indices strictement croissantes ayant pour limite plus l'infini, eh bien, les suites correspondantes, extraites de notre suite de départ, admettent des limites ici et là. Le problème, par conséquent, c'est d'une part de démontrer ce résultat, ce que je vais vous montrer rapidement tout de suite, et d'autre part de se demander, mais quelle relation avec la borne supérieure et la borne inférieure? Eh bien, vous voyez qu'en général, la borne supérieure de UN, c'est-à-dire le plus petit des majorants de la suite UN, sera a priori plus grand que la limite supérieure, puisque ici, vous voyez, vous tronquez pour rentrer, et d'autre part, la limite inférieure sera a priori toujours plus grande que la borne inférieure de UN. Donc vous aurez dans l'ordre borne inférieure, limite supérieure, borne supérieure. Et en particulier, vous aurez le résultat suivant, vous voyez qui correspondra à l'écrasement de ces points d'accumulation de cette suite. Si la limite supérieure est égale à la limite inférieure, eh bien c'est une condition nécessaire et suffisante pour que la suite admette une limite. Donc nous avons maintenant un critère, à savoir nous calculons ces deux quantités qui sont ici, et nous pouvons par conséquent décider si la limite a une suite, si ces deux quantités sont distinctes, il n'y a pas de convergence, si elles sont égales, elles convergent. Attention, elles convergent dans R où vous avez rajouté moins et plus l'infini. Donc je vais regarder maintenant le problème de la détermination de ces suites extraites, et puis ensuite nous verrons les applications, donc d'une part à ce que l'on appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass, et d'autre part le problème de la complétion de R. J'ai écrit d'une autre manière encore la limite supérieure et la limite inférieure. En effet, la limite supérieure, c'est la limite du sup. Or, cette suite en P est une suite qui est une suite décroissante, donc sa limite, c'est sa borne inférieure. De la même manière, cette suite en P est une suite croissante, donc la limite inférieure, c'est la limite de cette quantité qui est donc sa borne supérieure. Donc vous voyez que j'ai écrit maintenant, en termes de bornes inférieures et de bornes supérieures, les deux quantités qui m'intéressent, à savoir la limite supérieure, la limite inférieure. Je vous rappelle donc qu'il y a une inégalité entre ces deux quantités et qu'il y a égalité si et seulement si il y a limite. Alors maintenant, on voudrait voir ces suites extraites dont je parlais tout à l'heure. Alors je vais expliciter cette quantité. Je vais donc me donner un epsilon, et je sais que la quantité qui est ici est évidemment plus grande que lambda moins epsilon. Je vais supposer que lambda est un nombre réel. Pour le cas où lambda est infini, je vous laisse l'écrire. De la même manière pour mu. Donc lambda
est supposée réelle, donc cette quantité est supérieure à lambda moins epsilon. Une borne inférieure supérieure à lambda moins epsilon veut dire que tous sont supérieurs à lambda moins epsilon, ce qui s'écrit, quel que soit P. La borne supérieure à lambda moins epsilon, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui est plus grand que lambda moins epsilon. Donc il existe n supérieur à P, tel que U indice n est supérieur à lambda moins epsilon. Je vais de l'autre côté maintenant écrire les inégalités portant sur une inégalité du côté droit. Donc ceci est inférieur à lambda plus epsilon. Donc de nouveau, je vais pouvoir écrire que pour tout epsilon, une borne inférieure plus petite que lambda plus epsilon, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui est en dessous. Donc il existe un P tel que la borne supérieure soit majorée par lambda plus epsilon, ça veut dire que tous, maintenant, sont plus petits que lambda plus epsilon. Et donc, voici ce qui découle de l'inégalité, de la double inégalité que lambda est compris entre lambda moins epsilon et lambda plus epsilon. Alors vous voyez comment on va construire maintenant la suite extraite. On va se donner une suite epsilon k qui va tendre vers 0. Par exemple, prenez epsilon k égale 1 sur k. Et vous allez pouvoir trouver un P indice k qui va être tel que cette inégalité sera vérifiée. Ce P indice k, vous allez constater que ici, vous pouvez prendre n'importe quel P et qu'il existe un n que vous appelez n indice k supérieur à P indice k qui va vérifier cette quantité. Mais le même n indice k supérieur à P indice k va vérifier aussi la dernière inégalité. Donc vous aurez un même entier qui vérifiera UNK compris entre lambda moins epsilon et lambda plus epsilon. Et ainsi, de proche en proche, par une construction par récurrence, vous construirez une suite UNK qui aura la propriété d'être comprise pour NK assez grand entre lambda moins epsilon et lambda plus epsilon, ce qui veut bien dire que UNK a pour limite lambda, puisque vous avez attrapé tous les termes de la suite dans la boîte, centrée en lambda et de taille, donc 2 epsilon. Même chose, bien entendu, pour la limite inférieure. Et vous voyez que, d'après cette inégalité ici, eh bien, tous les termes, quel que soit n supérieur à p, les un sont plus petits que lambda plus epsilon, donc il n'y a qu'un nombre fini de termes au-delà de lambda plus epsilon, et donc il ne saurait y avoir une suite extraite convergeant au-delà de lambda plus epsilon. C'est donc bien la plus grande valeur d'adhérence, et pour la même raison, c'est bien la plus petite valeur d'adhérence. Donc toutes les suites extraites vont avoir des points de convergence entre ces deux valeurs extrêmes. C'est bien le petit dessin que je vous faisais tout à l'heure. Vous voyez que pour des suites aussi simples que la suite un égale cosinus n, eh bien, ces notions ne sont pas inutiles, car pour un égale cosinus n, vous pouvez constater que sa limite inférieure, c'est moins 1, la limite supérieure, c'est plus 1, et en fait, tous les points entre de l'intervalle moins 1, 1 sont en fait des limites de suite extraite de cette suite qui a l'air très simple, mais qui en fait est très compliquée à étudier. Nous allons pour cela utiliser la notion de lim sup ou de lim 1 indifféremment, et nous allons considérer notre suite. Nous savons qu'elle est bornée, par conséquent il existe deux réels A et B fixés, tels que pour tout n, on est A inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à B. Alors ceci implique, en considérant par exemple la lim sup, que A est inférieur ou égal à la lim sup des un, inférieur ou égal à B. Or, d'après ce qui a été vu antérieurement, la lim sup se présente comme la limite d'une sous-suite convergente, ce qui achève la démonstration de ce théorème. Maintenant, nous allons voir un gros théorème sur R qui explique toute la construction de grand R. R est complet. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que toute suite de Cauchy est convergente. En effet, considérons une suite de Cauchy, n. Puisqu'elle est de Cauchy, elle est bornée. Puisqu'elle est bornée, utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite convergente.
À ce moment-là, pour tout n, on a module de un moins L, en utilisant l'inégalité triangulaire, inférieur ou égal à module de un moins UNK, plus module de UNK moins L. En prenant petit n et k suffisamment grand, module de UNK moins L tend vers 0, puisque la suite extraite UNK tend vers L, et module de UN moins UNK tend vers 0, puisque la suite était de Cauchy. Par conséquent, à partir du moment où l'on a une suite de Cauchy qui admet une sous-suite convergente, la suite tout entière converge. Donc, la suite de Cauchy est convergente. On a donc mis en place deux stratégies, la stratégie avec les limes sup et les limes 1, et la stratégie avec les suites de Cauchy, utilisant le fait que grand R est complet. Nous allons nous poser le problème maintenant, est-ce que ces stratégies sont performantes pour l'étude de toutes les suites? Tout le problème est évidemment là. Est-ce que ces deux méthodes, soit par la méthode par les limites supérieures, limites inférieures, soit par la méthode qui consiste à montrer qu'une suite est de Cauchy, est-ce que ces deux méthodes vont fonctionner à tous les coups? Eh bien, il n'en est rien, et c'est là où il faut évidemment faire preuve d'un peu plus de culture mathématique. Je vais vous donner un exemple qui est très classique, à savoir comment obtenir la valeur du zéro d'une fonction. Par conséquent, vous savez que vous avez une certaine fonction qui est représentée par son graphe comme ceci, et vous voulez obtenir la valeur numérique approchée de ce zéro. Donc la solution de l'équation f de x égale 0, c'est donc ce point ici. Comment faire? Eh bien, l'idée naturelle, c'est de partir un peu au hasard, de prendre le premier point, de monter sur la courbe qui va vous donner la valeur f de u1, et puis en ce point-là, de tracer la tangente. Ça va vous donner un point u2, vous allez remonter sur la courbe, prendre la tangente, etc. Vous allez donc définir comme ça, par récurrence, une suite qui sera définie par la relation suivante, un plus 1 égale un moins f de un sur f' de un. Bien entendu, première condition, à savoir que votre f' ne s'annule pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas de point à tangente horizontale, et vous avez donc ici une suite qui est définie par une relation de récurrence de la forme un plus 1 égale une certaine expression en fonction de un. Eh bien, vous voyez que la méthode que vous allez être amené à utiliser va consister à regarder cette expression qui sera une fonction de un et que vous allez donc être amené à étudier en tant que telle. Donc c'est la relation des suites par rapport à certains types de fonctions, et cela fait l'objet du chapitre suivant, à savoir le problème de la continuité. Vous aurez aussi des problèmes qui seront reliés à des problèmes d'écriture de suites définies par des relations récurrentes et linéaires, et ceci pose un problème d'un autre type, c'est le calcul de la puissance d'une matrice. Je vous renvoie au chapitre d'algèbre linéaire. Donc vous voyez, dans ce petit microcosme des suites, vont intervenir un certain nombre de champs qui vont être très différents suivant la nature de la suite. Et c'est là où vous serez amené à montrer justement votre perspicacité. Les mathématiciens ont la bougeotte. Et bien souvent, face à une certaine situation, ils aiment la transférer dans un autre cadre de façon à avoir un autre point de vue. Ceci conduit à la notion de fonction. Mais nous avons vu antérieurement les suites et le problème des suites convergentes. Et les fonctions qui vont nous intéresser ici sont les fonctions qui conservent la notion de suite convergente. Donc les fonctions qui transfèrent une suite convergente en une autre suite convergente. Voyons tout d'abord la notion de fonction en général. Nous considérons deux ensembles A et B. On dit qu'on se donne une fonction f de A dans B si l'on se donne un sous-ensemble gamma, c'est l'ensemble des couples x, f de x, contenus dans A fois B. Et on dit que gamma est le graphe d'une fonction si, pour tout x appartenant à A, il existe un unique y appartenant à B, tel que le couple x, y appartienne à gamma. On va faire un petit dessin pour voir ce que ceci signifie. Vous avez
ici A, ici B, et voici un graphe gamma à l'intérieur du produit A croix B. Et vous voyez, si je prends un X ici appartenant à A, il existe un unique Y tel que le couple XY, ici, le couple XY appartient à gamma. Quand dit-on qu'une fonction est continue? Alors, pour définir la continuité, il faut avoir la notion de suite sur A. C'est pourquoi, maintenant, nous allons considérer le cas où grand A est un intervalle de R, par exemple, ou bien une partie de R, de C, etc. Ici, je me limite au cas où grand A est un intervalle de R. Donc, on dit que F est continu en un point x0 appartenant à A, si, pour tout de suite, xn tel que xn tend vers x0, alors la suite des f de xn tend vers f de x0. Et on dit que f est continu sur A si f est continu en tout point x0 appartenant à A. Le problème qui se pose évidemment naturellement maintenant est de savoir s'il existe des fonctions continues et s'il en existe beaucoup. Et c'est évidemment ce que nous allons étudier dans la suite. En fait, pratiquement toutes les fonctions que vous avez étudiées en classe de terminale sont continues sur leur domaine de définition. On a stabilisé des fonctions continues par un certain nombre d'opérations, ce qui permet de multiplier leur nombre. Si f et g sont deux fonctions continues, définies évidemment sur un même ensemble, alors la somme f plus g est continue. Le produit f fois g est continu. Le quotient f divisé par g n'est pas toujours continu, notamment lorsque g s'annule. On a continuité sur l'ensemble où g est non nul. La composée de fonctions continues, lorsqu'évidemment celle-ci peut être définie, est alors continue. Voyons ce que cela donne dans les cas qui nous intéressent. L'application qui a x associe x lui-même est évidemment continue. Par multiplication, on obtient donc les puissances de x, c'est-à-dire les monômes, qui sont continus sur R. Par somme, on obtient les polynômes. Racine de x est continue sur R+, e puissance x est continue sur R, logarithme népérien de x est continu sur son domaine de définition, R plus étoile. Sinus x et cosinus x, les fonctions trigonométriques, sont définies et continues sur R tout entier. Tangente x est définie et continue, par exemple, sur moins pi sur 2, pi sur 2. Cotangente x est continue sur 0, pi. Nous allons maintenant voir les trois grands théorèmes fondamentaux sur les fonctions continues, des théorèmes globaux, dont les utilisations sont extrêmement importantes. Vous avez donc ici les trois théorèmes que vous avez déjà d'ailleurs dû rencontrer en classe de terminale, qui sont les trois théorèmes qui vous explicitent des propriétés d'une fonction continue sur un intervalle. Le premier théorème est un théorème qui vous annonce qu'une fonction, en quelque sorte, est effectivement continue au sens intuitif du terme, c'est-à-dire passe par des valeurs intermédiaires. C'est le théorème dit aussi du passage des douanes. Le deuxième théorème, c'est un théorème qui vous dit qu'une fonction sur un intervalle fermé est bornée, donc elle aura effectivement une propriété en plus d'atteindre ces bornes.
Et enfin, le dernier théorème, c'est un théorème qui est un peu plus raffiné, qui vous dit qu'une fonction qui est continue sur un segment AB, eh bien, est un peu plus que continue, elle est uniformément continue, dans un sens qui vous sera précisé un petit peu plus tard. Alors, quel est le schéma de démonstration de ces trois théorèmes? Eh bien, le schéma de démonstration, c'est d'utiliser des suites. Le premier théorème est une utilisation de suites par dichotomie, c'est-à-dire que vous voyez que si vous avez une fonction qui passe par exemple d'une valeur négative à une valeur positive, eh bien, en prenant la moitié de l'intervalle, vous allez soit avoir une valeur positive, soit une valeur négative, et ainsi de suite. Vous allez prendre chaque fois la partie positive et la partie négative, puis recommencer avec la moitié. Si c'est de nouveau négatif, vous allez alternativement, comme ça, encadrer votre point, et la propriété de continuité vous permettra d'affirmer que par ces intervalles, que l'on appelle les intervalles emboîtés, eh bien, vous obtenez bien la limite de cette suite qui est le point C que vous cherchez. Alors, ce théorème se généralise un petit peu, à savoir que vous avez comme propriété, non seulement que si elle prend des valeurs opposées, c'est-à-dire une négative et une positive, alors la fonction s'annule, mais vous avez aussi que si vous prenez une certaine valeur en un point, une autre valeur en un autre point, eh bien n'importe quelle valeur intermédiaire sera atteinte. Autrement dit, si vous vous donnez la valeur alpha qui est la donnée en un certain point, mettons alpha 1 en A1, si vous prenez bêta 1 en B1, et si vous prenez un nombre gamma 1 entre alpha 1 et bêta 1, eh bien vous allez pouvoir trouver un point C1 tel que f de C1 égale gamma 1. Et attention, le C1 est entre A1 et B1. Il est entre A1 et B1. Il n'est pas ailleurs. Vous pouvez voir des contre-exemples vous montrant que si vous ne demandez pas à ce que C1 soit compris entre A et B, eh bien vous n'avez pas nécessairement la continuité de votre fonction. Donc c'est une propriété donc, qui est forte, une propriété qui, je le répète, correspond à la vision intuitive que l'on a quand on parle d'une file continue, que l'on imagine, on passe d'un point à un autre. Alors le problème, bien entendu, c'est une réciproque. Est-ce que ce théorème a une réciproque, c'est-à-dire si une fonction vérifie ce type de propriété, est-ce qu'elle est continue? Bien, la réponse est non. La réponse est non. Une fonction qui a cette propriété de la valeur intermédiaire n'est pas nécessairement continue. Là aussi, il y a des exemples nombreux et on connaît une condition nécessaire et suffisante, mais qui fait appel à des notions de topologie qui est un petit peu plus sophistiquée et qui donc dépasse le cadre de cet exposé. Deuxième théorème, eh bien c'est un théorème qui va maintenant non pas être constructif au sens que là vous pouviez en quelque sorte construire cette solution, mais c'est un théorème qui va raisonner par l'absurde. C'est un théorème qui va donc vous permettre de montrer, en raisonnant par l'absurde, donc en supposant que la conclusion est fausse, que vous arrivez à une proposition qui est vraie ainsi que son contraire. Donc la contradiction montrera que votre hypothèse de départ était fausse et que donc c'est bien que la proposition P, à savoir f continue, implique que la fonction est bien bornée et atteint ses bornes. Alors, c'est la partie f bornée qui utilise justement ce raisonnement par l'absurde. Donc, on suppose qu'elle n'est pas bornée, qu'elle n'est pas minorée ou qu'elle n'est pas majorée, et on construit ainsi une suite qui va avoir une valeur d'adhérence et qui donc va permettre d'utiliser, que l'on récupérera en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc ici, l'ingrédient, c'est une notion de suite, donc le raisonnement par l'absurde, qui construit une notion de suite et qui permet d'utiliser ce que j'appelle BW, c'est-à-dire le théorème de Bolzano-Weierstrass. Et à partir de là, eh bien, vous obtenez une contradiction, c'est-à-dire que votre suite extraite va avoir une limite x0, et en x0, vous constaterez que votre fonction vaut plus ou moins l'infini. Ce qui n'est pas le cas, puisque votre fonction est définie, bien entendu, en x0, et donc à une valeur parfaitement définie. Donc, l'absurde sera obtenu par le fait que vous avez une quantité qui est à la fois finie et infinie. Le théorème 3 est un théorème donc, qui est un peu plus élaboré, qui vous dit qu'une fonction continue est uniformément continue. L'uniforme continuité vient du fait qu'on va écrire, et vous allez le voir immédiatement après, on va écrire la continuité en utilisant des quantificateurs qui ne se feront pas appel directement à la notion de suite. Donc on aura une deuxième écriture de la continuité, et cette deuxième écriture de la continuité va mettre en place justement une question naturelle dont la réponse est donnée par ce théorème 3. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la continuité avec ce que l'on appelle les epsilon et les delta, c'est-à-dire l'écriture à la Cauchy-Weierstrass?